Nous sommes aujourd'hui en pleine semaine du festival russe à Paris. Ce festival qui a démarré donc le 19 mars et qui va capter les gens, captiver, on espère même les gens jusqu'au 1er avril de cette même année 2026. Ce festival s'appelle Une autre Russie. Et souvent dans les festivals, on croise des personnalités, j'insiste sur ce mot personnalité, et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir une personnalité de ce cinéma, le cinéma soviétique et post-soviétique, Eugénie Zvonkin. Bonjour. Bonjour David. Et bienvenue à la radio du cinéma. Alors comme on a eu l'occasion de se croiser une fois ou deux pour parler un petit peu de ce qui fait votre actualité aujourd'hui, c'est cet ouvrage, Un réel comme excès. C'est un pavé de pratiquement 500 pages où vous égrenez finalement ce qui résume votre vie, c'est-à-dire le cinéma soviétique et post-soviétique. Je vais quand même me permettre de présenter un petit peu votre personnalité. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes né à Moscou. Vous avez donc cette double nationalité, russe et française, mais on va parler tellement du cinéma soviétique que c'est pour ça que ça commence à fourcher. Je suis né en URSS, voilà. Ça fait partie de mon histoire. Tout à fait. Vous avez de multiples activités. Parmi elles, en fait, vous êtes professeur. Alors c'est marrant parce que vous avez fait une thèse à la fac de Paris 8 et aujourd'hui vous enseignez dans cette même fac. Vous allez nous en parler si vous le souhaitez évidemment. Vous intervenez sur bien des festivals, je pense à La Rochelle, à la FEMA à La Rochelle. Vous êtes passé à de multiples reprises également à la Cinémathèque française où vous avez en fait accompagné des soirées thématiques sur des cinéastes en fait. Bon, évidemment les noms sont imprononçables me concernant puisque je ne parle pas le russe couramment, mais vous allez m'accompagner pour ça. En l'occurrence, aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un ouvrage. Vous en avez commis 10 si on associe les coéditions et vos ouvrages personnels qui sont au nombre de 4. Mais évidemment, je ne peux pas fermer les yeux non plus sur le fait que vous soyez une réalisatrice. Vous avez réalisé 2 documentaires, on peut dire ça comme ça. Un qui consacre la nouvelle vague kazakh et un film, on va dire, plus personnel. On en parlera si vous le souhaitez. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un ouvrage. Je rappelle le titre, Le réel comme excès, le cinéma soviétique et post-soviétique de 1970 à nos jours. Qu'est-ce qui a déclenché cette flamme en vous? On n'arrive pas comme ça à s'intéresser au cinéma soviétique. Qu'est-ce qui a déclenché cette flamme? Bon, donc effectivement, ma trajectoire, c'est que j'arrive à un peu moins de 12 ans d'URSS, en effet, en France. En parlant à l'époque presque pas le français, j'avais quelques notions, mais vraiment je le parlais pas. Mais c'est l'âge béni, l'enfance, où les choses encore s'apprennent un peu toutes seules. Et donc en effet, j'ai appris le français, puis j'ai été naturalisée française. Je me sens entièrement française, mais bien sûr j'ai mes origines et cette langue qui est restée toujours très présente dans ma vie. Et il se trouve que j'avais une mère très cinéphile qui, très jeune, a commencé à me montrer des films. Et parmi ces grandes découvertes, il y en avait plusieurs. C'était pas que le cinéma soviétique. En réalité, bien sûr, il y avait, le cinéma italien, Antonioni, Fellini. Enfin voilà, c'était aussi, etc. Voilà, c'était aussi une des portes par lesquelles je suis entrée dans le cinéma. Et il y avait ce cinéma soviétique. Alors, en particulier, il y avait une cinéaste, Kira Muratova, sur laquelle il y avait même un mythe familial. C'était une cinéaste dont un des films, Syndrome Asthénique, qui est un film absolument central en fait dans l'histoire du cinéma soviétique et post-soviétique, avait fâché mes parents, qui s'entendent très très bien pourtant. Et donc il a fallu que j'aille voir ça évidemment en tant qu'enfant, et il se trouve que, voilà, c'est peut-être un peu une anecdote personnelle, mais c'est par là que je suis entrée dans le désir aussi d'aller travailler sur ce cinéma et d'en parler. Kira Muratova a été jusqu'à très récemment, et je pense qu'elle l'est encore d'ailleurs aujourd'hui malheureusement, pas assez connue en France. Je parle sous votre contrôle, mais vous avez commis un livre autour de cette personne? J'ai écrit 2 livres sur elle, voilà. Un gros livre, un autre pavé comme vous dites, un argument d'autorité, comme je dis, on peut taper quelqu'un avec, mais aussi un petit livre sur un de ses scénarios interdits. Et j'ai contribué à la rétrospective à la Cinémathèque française en 2019 de son œuvre complète, avec évidemment les programmateurs de la Cinémathèque française qui ont fait un formidable travail. Et là, j'ai accompagné tout récemment l'édition chez Potemkin Film de plusieurs de ses films en coffret. D'accord. Voilà, où j'ai fait aussi tous les bonus et j'ai sous-titré plusieurs des films. Alors, pourquoi Muratova? J'ai tout de suite trouvé que c'était très injuste qu'elle soit pas plus connue que ça. Et j'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une traduction nécessaire. Alors traduction déjà parce qu'en fait, comme on n'avait pas tant écrit sur elle que ça, et que plusieurs de ces films n'avaient jamais été traduits, ils n'étaient pas accessibles à mes collègues ou mes compatriotes français, et que donc je me suis sentie investie d'un rôle d'une certaine manière, et aussi parce que du coup il y avait beaucoup de documents pour lesquels moi j'avais un accès privilégié parlant le russe. Donc
aller en archives, aller lire toute la presse soviétique, mais surtout aller lire ce qui s'est passé dans les archives, aller rencontrer les gens qui ont travaillé sur les films, la cinéaste elle-même y compris, pour comprendre en fait l'histoire de la fabrication des films, de leur censure, parce que c'est des films qui ont été interdits, c'était une des cinéastes les plus censurées à l'époque soviétique, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Muratova disait que souvent, quand ça a chopé pas que sur de l'idéologique, mais aussi sur de l'esthétique, du formel. On lui disait, il ne faut pas faire des films comme ça. Et donc c'était aussi son style cinématographique qui posait question, tout comme par exemple les films d'Alexei German, qui est un des personnages principaux de mon dernier livre. On va les citer. Le réel comme excès. Voilà. Et donc, la qualité des images, l'approche, le narratif qui appartient vraiment à un cinéma, c'est très poétique et en même temps c'est d'une dureté, on prend tout en pleine tronche, hein, disons les choses comme elles sont, et ça rend humble par rapport au cinéma qu'on peut voir par ailleurs, et je comprends l'intérêt que vous portez pour ce cinéma-là. On va essayer d'égrener, on peut parler d'Andrei Tarkovsky, Le Miroir, film emblématique, tout ça vous connaissez ça bien mieux que moi, c'est des choses que j'ai croisées au cours de mon intérêt que je porte pour le cinéma de manière générale, mais vous qui êtes l'experte de tout ce cinéma, en fait, la sensibilité qui vous anime, quelque part, c'est aussi une forme de traduction, non pas au sens premier, mais une traduction émotionnelle. Absolument. Quand je m'intéresse à une cinématographie, c'est parce que je lui trouve une véritable puissance cinématographique. Moi, comme vous l'avez compris, je suis rentrée dans le cinéma par l'amour du cinéma et pas par un amour forcément, pas par une volonté de parler d'un territoire en particulier. Il se trouve que je me suis spécialisée beaucoup dans le cinéma parce que je pense que j'ai des outils et des armes que peut-être tout le monde n'a pas, par l'accès et la connaissance progressivement, d'ailleurs forgée de la culture et du contexte soviétique. Donc je tiens à pouvoir intervenir à différents niveaux pour qu'on puisse en fait avoir accès à ces cinématographies. Alors, si vous voulez bien, je me permets de rebondir sur Sokourov, qui n'est pas un des personnages principaux de mon livre, mais pas de celui-ci. Pas de celui-ci, mais je le cite quand même parce qu'il a, je pense, malgré tout, quelque chose en commun avec les cinéastes qui m'ont intéressée pour cet ouvrage-là. C'est une très grande ambition, une volonté en fait d'évoquer l'histoire traumatique soviétique. À différents aspects de cette histoire-là, et de faire aussi un peu, d'une certaine manière, des films mastodontes, on pourrait dire, des espèces de grands films comme ça, très conséquents, en efforts fournis pour les faire, mais aussi en effets qu'ils peuvent produire sur le public. Et donc, voilà, je parle aussi de films comme Taurus, de Sokourov, qui est le film sur les derniers jours de la vie de Lénine, qui est un film incroyable. Donc voilà, on pourrait parler de Faust, j'en ai pas parlé, mais on aurait pu. Et évidemment, Journal d'un réalisateur, son tout dernier, là, qui était à Venise l'année dernière, est aussi un film qui se propose comme ça de jeter une sorte de regard rétrospectif sur une bonne partie du XXe siècle, un peu de traverser jusqu'à la veille pratiquement de la chute de l'URSS, une histoire soviétique, tout en la contextualisant, en montrant les faces cachées, etc., etc. Et donc, quelque part, en effet, ce cinéaste-là s'inscrit, je dirais, dans des préoccupations qui sont celles des personnages principaux de mon livre. Finalement, les images, on les fabrique par votre prisme. Vous aidez ce livre, en fait, c'est un outil. C'est un outil, hein, vraiment. Ça permet de transcrire un langage cinématographique avec des mots qui sont évidemment extrêmement chirurgicaux, mais qui en même temps permettent de transposer des images qui sont son propre imaginaire, d'accord ? Et évidemment, dans un deuxième temps, d'aller s'imprégner de ces films. Est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence un peu grandissante ou une curiosité autour de ce cinéma, où malheureusement vous êtes obligé de ramer très fort, mais en même temps c'est une contribution évidente? Je dirais que la réponse, elle est double. C'est-à-dire en réalité, la France est un territoire qui a été très, très accueillant pour le cinéma soviétique depuis très longtemps. C'est en fait une histoire qui remonte à l'époque où l'URSS existait encore, où les ciné-clubs créés par le Parti communiste dans différents coins de la France relayaient montraient énormément de films soviétiques. Et en réalité, en France, si on commence à regarder comme ça dans l'histoire un peu longue, on a toujours regardé pas mal de films soviétiques, plus par exemple que dans d'autres territoires. Donc il y a quand même une connaissance un peu plus pointue, un peu plus large de ce cinéma, ici que par exemple dans des pays anglo-saxons.
D'accord. Voilà. C'est un bon signe. C'est voilà, ce qui est plutôt. Donc j'arrive et moi j'ai démarré mes recherches et mes études en cinéma, du coup dans ce contexte-là. Il y a eu un grand sursaut d'intérêt aussi juste après, donc au moment de la perestroïka et après la chute de l'URSS, donc fin des années 80, début des années 90, où on a alors d'un coup sorti de ce qu'on appelait des étagères, c'est-à-dire les films censurés qui avaient été censurés pendant je sais pas, les 60 dernières années précédentes, on les a tous sortis d'un coup. Et donc ça a créé un effet d'engouement extrêmement puissant partout dans le monde, mais aussi particulièrement en France. Le fait de tout d'un coup d'ouvrir ces endroits où le film avait été rangé, interdit, de les rétablir parfois dans leur version d'auteur, alors qu'ils avaient été charcutés, donc de les sortir assez largement, ça a été assez incroyable. Alors je pense que ça a joué aussi un mauvais tour aux cinéastes qui ont suivi ou qui ont continué à faire des films après, parce que ça a été un tel engouement pendant les 5-6 ans, parce que en fait tous les chefs-d'œuvre interdits sont arrivés d'un coup. On avait l'impression que dans ce territoire on ne produisait que des chefs-d'œuvre. Et puis après, on est revenu à un rythme un peu plus normal. Et puis avec toutes les difficultés qu'ont connues tous les territoires post-soviétiques en fait dans les années 90, avec en général financièrement c'était très très difficile, les studios fermés, il y avait très peu de films qui pouvaient se faire. Quand ils pouvaient se faire, c'était dans des conditions très précaires. Et donc c'est retombé un peu d'un coup. Et en réalité, depuis les années 2000, le cinéma russe, il est quand même il a été distribué, je parle jusqu'en 22, parce qu'en 22, il y a évidemment une rupture qui arrive, qui est tout à fait légitime. En tout cas, jusque-là, on était à une moyenne de 5-6 films, entre 3 et 6 films, en fait, les bonnes années, russes qui sortaient sur les écrans, ce qui n'est pas énorme quand même, qui ne laisse pas de la place pour tout le monde non plus. Il y avait en fait assez peu de cinéastes russes, dont les films arrivaient sur les écrans français déjà avant 22, en réalité. D'où un premier livre que j'avais co-dirigé sur les cinémas russes contemporains, qui est sorti en 2017, et qui voulait aussi faire découvrir un petit peu tout un pan en fait, d'une cinématographie où il y avait 150 films qui se produisaient par an, dont 3 à 6 arrivaient en France. Et donc l'envie déjà de montrer qu'il y avait tout un continent de films, tous ne méritaient pas forcément d'être vus, mais il y en avait évidemment bien plus que 3 à 6 qui valaient le coup. Aujourd'hui, le cinéma russe, il se démultiplie, dans le sens où il y a le cinéma russe de ceux qui sont restés dans les frontières, et il y a le cinéma russe de ceux qui sont maintenant en exil et qui continuent à travailler tant bien que mal. Voilà, donc, et je pense qu'il faudra un certain recul historique d'ailleurs, là je parle quand même comme une historienne de cinéma, pour pouvoir comprendre exactement ce que tout cela fait à ces cinématographies, comment elles vont évoluer, etc., etc. Vous avez évoqué un mot qui est fort, le mot censure, en fait, c'est-à-dire toutes ces sensations véritablement que vous vraiment vous présentez avec brio, et on s'imprègne de ça, et quelque part ça rend et à la fois, entre guillemets, un peu militant de cet art de penser, parce que c'est tout votre combat finalement, d'essayer de désacraliser certaines choses, et à l'inverse, valoriser tout un art de pensée qui évidemment n'est pas toujours couleur locale, si je peux dire ça comme ça. Oui, alors il se trouve que donc là, dans ce livre, moi je me suis proposé de créer, en tout cas d'émettre l'hypothèse que je vois moi une lignée de cinéastes qui s'influencent les uns les autres. Pour certains, ils sont amis, voilà, ils se connaissent, ils s'admirent mutuellement. Vous parliez tout à l'heure de Tarkovsky, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important pour Alexei German et pour Elem Klimov. Petite anecdote que j'aime bien, c'est Alexei German, qui est peut-être le personnage le plus important, le plus récurrent de ce livre, au moment où Andrei Roublev est interdit, donc on ne peut pas voir le film. Il fait l'aller-retour à Moscou, où on peut voir les essais avec les acteurs d'Andrei Roublev, faits par Tarkovsky. Et German fait l'aller-retour pour voir les essais, parce qu'en tant que cinéaste, il a le droit d'accéder à du matériel de travail comme ça. Et il va voir les essais, il va embaucher un peu les mêmes acteurs dans son propre film. Voilà, donc vous voyez à quel point en fait ces influences, elles peuvent être parfois d'ailleurs souterraines, parfois très très visibles, avouées souvent volontiers par les cinéastes eux-mêmes, et puis d'autres qui peut-être ne se considèrent pas eux-mêmes comme héritiers de tel ou tel cinéaste, mais dont moi je dis que je vois chez eux quelque chose de très commun, et c'est peut-être justement cette manière de penser le cinéma et le monde. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Donc, par exemple, Ilya Khrzhanovsky, qui est donc le dernier cinéaste sur lequel je m'arrête dans le livre, qui est vraiment un cinéaste russe contemporain, même si il vit lui aussi en dehors de la Russie, et qui va pendant des années et des années faire un projet un peu fou qui s'appelle Dao, qu'on connaît bien en France parce qu'il y a eu en 2019 au Théâtre du Châtelet et Théâtre de la Ville, donc face à face sur la place du Châtelet, une
très longue manifestation avec projection d'un certain nombre des films fabriqués dans le cadre de ce projet un peu fou. Voilà, très décrié, mais à mon avis tout à fait passionnant. D'accord. Eh bien, moi, j'aborde ce projet justement en montrant ce qu'en fait Janowski, selon moi, hérite de cinéastes comme Alexei German, L.M. Klimov et d'autres. Ce sont des cinéastes qui donc veulent, comme je disais, revenir toujours sur un moment traumatique du passé, en général soviétique. Ces moments traumatiques, ce sont les répressions. Ce sont justement, c'est un contexte comme ça de délation, de répression, de peur permanente pour sa propre vie, pour sa sécurité, l'impossibilité de s'exprimer. Et c'était aussi le trauma de la Seconde Guerre mondiale, qui a été quand même évidemment très très dévastatrice en Union soviétique. Donc parmi les différents moments, c'est ceux-là que j'ai retrouvé le plus. Et en voulant y revenir à ces endroits-là, il ne leur suffit pas de juste faire, comme on dirait aujourd'hui, un film en costume. Parce que ce serait trop mettre la chose à distance. Ils veulent qu'on soit plongé dans cette situation-là, quasiment comme si on y était. C'est ça. Et le fait d'y être, selon eux, nous mettrait nous-mêmes à l'épreuve, comme sont mis à l'épreuve les personnages de leur diégèse, de leur fiction. Voilà. Parce qu'au fond, c'était Kundera qui disait qu'on vivait, alors lui disait ça à la fin du XXe siècle, qu'on vivait à l'ère des procès, où on jugeait tout le temps les autres avec le recul historique, souvent très très simple de s'opposer, etc. Mais on sait très bien que quand on est à l'intérieur d'un moment historique extrêmement anxiogène, extrêmement difficile, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a qu'à prendre la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu nombreux ont été ceux qui ont eu le courage de s'opposer. Et on sait très bien que les choses ne sont pas si simples. Et que se passe-t-il quand on n'a pas d'horizon? On ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas qui va gagner, et comment fait-on alors pour trouver la bonne place morale pour soi? Et donc tous les personnages de ces cinéastes-là, ils se démènent comme ça dans un univers assez tonitruant, assez éprouvant d'ailleurs souvent, et l'idée de ces cinéastes de se nous plonger avec eux dans cette espèce de maelstrom de l'histoire pour éprouver notre âme, pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça pouvait être cette expérience-là. Une sorte de cauchemar éveillé, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. Tous ces films, ce sont des formes de cauchemar éveillé. Ouais. Alors, justement, l'intérêt, c'est que, avec vos mots, la pertinence de vos observations, on va comme ça, en fait, se fabriquer, finalement, avant de voir les images, puisqu'on n'a pas forcément vu ces films, ou pas tous, voilà, on va se fabriquer une opinion qui va, on va dire, reconsidérer un peu le cinéma soviétique et peut-être porter justement un intérêt et une curiosité sur un cinéma qui mérite plus de lumière. Et je trouve qu'en ce sens, vraiment, cet ouvrage, en fait, il apporte pas mal de réponses. Ma préoccupation est toujours de dire comment écrit-on sur les films sans les tuer, justement, pour au contraire les convoquer, les rendre vivants, donner à sentir ou à deviner la chair des images, les sensations qu'on a quand on regarde un film. Et avec ces films, c'est particulièrement important parce que c'est des films très sensoriels. C'est une des choses sur lesquelles j'accentue beaucoup d'ailleurs dans l'ouvrage, mes analyses, c'est que c'est des films qui nous donnent vraiment des sensations physiques. Alors, pas toujours des plus agréables, parfois c'est voilà, le côté cauchemar, on est dans une sensation parfois d'étouffement, de malaise physique, mais à la fois il y a quelque chose d'assez merveilleux dans la capacité qu'on a de s'échapper du monde présent dans ces fictions assez incroyables. C'était Alexei German qui, je crois, pour Kroustalov, ma voiture, et puis Il est difficile d'être un dieu, ces deux films post-soviétiques, avait dit moi, faire juste du cinéma, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est créer un univers à 360 degrés et m'y plonger entièrement. Mieux comprendre et mieux intégrer ce que ces cinéastes, en fait, ont envie de clamer, mais avec véritablement une forme de poésie qui leur appartient, et surtout le sens du détail, pour qu'on ait aussi bien une sensation de malaise ou de mal-être, mais qui en réalité, en fait, représente terriblement la vérité. Avec même un V majuscule. Ouais. En russe, il y a deux mots pour dire vérité. Il y a Pravda, qui était le titre quand même de la gazette soviétique la plus connue, la Pravda, oui. Donc qui est une vérité, voilà. Et il y a la grande vérité, c'est Istina. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que beaucoup de ces cinéastes, quand ils écrivent ou quand ils parlent, ils sont aussi dans cette idée d'un combat parfois contre ce qu'on appelait à l'époque le réalisme socialiste, c'est-à-dire une forme de norme narrative, de norme de représentation d'un réel qui en fait n'a rien de réel, qui est plutôt une norme idéologique, et eux vont aller complètement s'opposer à ça en disant le vrai, il est ailleurs, il est dans quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une subjectivité, d'une sensation et aussi d'une honnêteté morale. Voilà. Et donc effectivement, c'est tout à fait un des enjeux majeurs, je pense, pour tous ces cinéastes. L'idée n'est pas du tout de tout fusionner, surtout pas. Je pense qu'on est, voilà, j'ai toujours été très attentive
attentive à ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une époque où on doit d'autant plus faire attention à ne pas le faire. Il se trouve que là, tous les cinéastes sur lesquels je travaille sont plutôt des cinéastes russes, mais j'ai tenu quand même à garder le terme soviétique et post-soviétique parce que malgré tout, il y a un contexte plus large. Et parfois aussi, certains vont travailler ailleurs que chez eux. Là, Elem Klimov va réaliser Requiem pour un massacre dont on a parlé en Biélorussie soviétique. Ilya Arjanovski va tourner Dao en Ukraine post-soviétique. Enfin voilà, il y a des collaborateurs. Les cinéastes ne sont pas tout seuls non plus. Je ne suis pas pour l'idée de dire qu'il n'y a qu'un auteur dans les films. Il y a toujours, c'est un travail aussi collectif. Une famille, bien sûr. Voilà, ce sont des familles, et donc c'est toujours très complexe. Et donc j'ai préféré garder ces termes-là pour être plus précise. Vous aurez compris que c'est une maladie qui est la mienne. Ma grande conviction, ou mon fantasme peut-être, est que on arrive à dire quelque chose de très juste du cinéma quand on arrive à trouver quelque chose qui se trouve à la fois au niveau des gestes artistiques de ceux qui fabriquent les films et de leur esthétique. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'au fond, quand... voilà, là, cette idée du réel comme excès, j'essaye de montrer en quoi c'est quelque chose qui est à la fois... qu'on retrouve dans chacun ou presque chacun des choix et des convictions des cinéastes et de leurs équipes, de ceux qui travaillent et qui fabriquent les films, et comment ça vient recouper quelque chose de l'ordre d'une esthétique cinématographique. Et voilà, j'espère avoir pu montrer qu'il y avait une vraie cohérence là, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas l'esthétique d'un côté, le geste artistique de l'autre, totalement séparés. Je crois que ce sont des choses qui communiquent entre elles, et j'avais fait ça aussi avec Muratova, avec l'idée de la dissonance comme principe qui présidait à la fois à ces gestes artistiques et qu'on retrouvait à tous les niveaux de l'esthétique et des narrations de ses œuvres. Ah, on a oublié de parler de quelque chose de très important, c'est que je m'adresse aussi à une réalisatrice. Et donc, Eugénie, si vous voulez bien, on va parler des 2 documentaires que vous avez commis. Le premier, donc, Souvenir de vague. En fait, c'est sur la nouvelle vague kazakh et ce qu'il en reste. C'était la première fois que vous faisiez un film, un documentaire. Tout à fait. J'accompagnais Rachid Noukmanov lors d'un voyage au Kazakhstan, et il a organisé une session de retrouvailles avec plusieurs des membres de cette nouvelle vague kazakh, dont moi je connaissais plusieurs parce que je les avais accompagnés aussi en tant qu'interprète. J'avais programmé leurs films. J'étais une grande admiratrice de ces cinéastes-là. Et donc j'ai filmé la rencontre. Et puis à partir des rushs de cette rencontre, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à construire. Et donc j'ai construit ce film qui est assez modeste, qui fait 43 minutes, qui a été édité en bonus en fait d'une édition du film Igla, l'aiguille de Rachid Noukmanov, qui est un film absolument merveilleux, qui est à la fois quasi expérimental et qui a été un film absolument culte dans toute l'URSS à la fin des années 90. Voilà, c'est un mouvement cinématographique de jeunes réalisateurs qui veulent s'affirmer, qui veulent aussi s'émanciper d'un système soviétique qui les empêchait d'être qui ils voulaient être, et puis qui se lance dans des premiers films très très beaux. Et c'est un film qui leur permet de raconter cette expérience des tout débuts. Et puis plus près de nous, en 2024, vous avez fait un deuxième documentaire qui pour le coup est peut-être plus personnel. Donc ça s'appelle, si je retrouve ma fiche, Le Sentier des absents. Ça porte sur le deuil périnatal. À travers des témoignages de plusieurs femmes en fait. Je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est un peu autobiographique également. Oui, et donc forcément, c'était un film qui représentait des choses extrêmement fortes. Vous vous sentiez dans l'obligation de témoigner de cette manière-là ? J'ai tourné parce que ça s'est imposé à moi, pas du tout comme une obligation de témoigner, parce qu'à ce moment-là, je savais pas tout à fait quelle serait la destination de ces images, mais parce que le cinéma, on l'aura compris, est mon monde, mon langage, donc c'est ce qui s'est imposé à moi, c'était l'envie de filmer. Pour effectivement faire sens, je pense, de ce qui m'arrivait et de ce qui arrivait à des femmes absolument exceptionnelles que j'avais rencontrées. Et j'ai eu envie de faire quelque chose avec elles, pour leur bébé et pour créer une mémoire. Pour créer une mémoire, exactement. Ouais. C'est un peu comme ça que je présente souvent le film, c'est que c'est un espace-temps cinématographique pour ces bébés. Le film, il s'est fait aussi contre tout un tas d'injonctions qu'on renvoie beaucoup aux parents endeuillés dans le périnatal. On a très souvent l'injonction par l'extérieur, la société, y compris par des gens très bien intentionnés, qui nous disent il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, il faut avancer. En fait, on avance avec la mémoire de ces bébés disparus et pas sans cette mémoire, ce qui semble nous intimer l'ensemble de la société autour de nous. Et du coup, l'idée du film s'est faite un peu contre justement cette injonction,
Donc le dispositif du film et le titre, Le Sentier des Absents, me sont venus en même temps, en me disant, en fait, on va... C'est un très beau titre. Ah, merci beaucoup. L'idée, c'était de dire, on va cheminer, justement, ça va être des chemins qu'on va emprunter ensemble, mais ce seront des chemins de la mémoire. Et je vais montrer que ces femmes-là, on peut être entièrement dans le deuil et en même temps entièrement dans la vie. Que le fait d'être dans le deuil ne fait pas qu'on n'est pas dans la vie. Donc c'est pas une chose puis l'autre, je crois que c'est toujours tout en même temps. Et j'ai proposé à 3 femmes que j'ai rencontrées dans le cadre d'un groupe de parole, en fait, de mères endeuillées, je leur ai proposé de faire des voyages avec elles qui avaient du sens pour elles par rapport à ce bébé attendu, désiré et décédé trop tôt. Et j'ai embarqué une caméra assez légère et puis je suis partie avec elle. Et donc c'est un film qui est en mouvement, qui n'est que voyage, que marche. Et en marchant et en se déplaçant, on parle. Et les lieux font surgir la parole et font du coup exister et rendre présent ces bébés absents. On a beaucoup projeté le film, on en a plus de 60 projections un peu partout en France. C'est énorme. Voilà, et donc je ne les ai pas toutes accompagnées, parce que sinon j'aurais pas tenu le coup, mais j'en ai accompagné beaucoup quand même, et c'était toujours des très beaux moments, très émouvants, où effectivement, parmi les plus beaux cadeaux que j'ai eus, c'était des gens qui me disaient qu'ils se retrouvaient dans ce film, que c'était leur film, qu'ils se reconnaissaient dans ce film, que c'était aussi un espace-temps pour eux. Mais je dirais aussi qu'un autre très beau aspect pour moi de l'aventure de ce film, ça a été aussi beaucoup de gens qui ne l'ont pas du tout vécu et qui m'ont dit avoir du coup accepté de traverser le sentier avec nous et d'avoir compris quelque chose. Et beaucoup de gens m'ont fait des retours en disant « je vais écrire à telle personne que je connais dans mon entourage, je vais appeler ma sœur en fait, qui a perdu un bébé avec qui on n'en a jamais reparlé, etc., etc. » Et donc des gens qui parfois pendant 30 ans d'ailleurs, il y avait un silence dans la famille ou avec des amitiés proches et tout d'un coup les gens se sentaient autorisés et capables de reparler de ça avec ceux qui l'avaient vécu. Donc ça, c'était vraiment des très beaux retours qui m'ont évidemment... que j'ai vécu vraiment comme des cadeaux parce que ce film, oui, il n'a pas été facile à faire. Et il y a eu tout un moment où moi, avec mon producteur Simon Béouy, qui est vraiment le meilleur producteur de la Terre, on a cru qu'on n'y arriverait pas parce qu'on avait l'impression qu'on n'en voulait pas de ce film. Mais finalement, on a réussi non seulement à convaincre les institutions aussi à nous aider, mais aussi à rencontrer véritablement le public. Voilà. Et maintenant, le film, il est sur Sooner, qui est lancé à Universiné. Voilà, oui. Et donc on peut le voir même en, D'accord, donc en location. En fait, on peut le voir en VOD, c'est ça? Tout à fait. Et il y a eu une édition physique? Tout à fait, il est sorti aussi en DVD. Et si je peux me permettre de me vanter 2 secondes, le DVD a obtenu le prix du DVD du meilleur film récent par le syndicat français de la critique de cinéma. Magnifique. Voilà, donc c'était un grand moment d'émotion aussi. D'accord. Voilà, et de reconnaissance absolument inattendue. Donc on peut le trouver chez Potemkin, on peut le Tout à fait. On a fait d'ailleurs une rencontre à Potemkin, dans la boutique Potemkin. Vous avez vu, on aime bien Potemkin. On les aime beaucoup. Bien sûr, absolument, et on les salue d'ailleurs. Alors, on va rappeler quand même le fruit de notre rencontre, c'est ce livre qui est sorti donc aux éditions des presses universitaires du Septentrion, qui s'appelle donc Le réel comme excès, avec en sous-titre donc le cinéma soviétique et post-soviétique de 1970 à nos jours. Je rappelle votre nom et votre prénom, donc Eugénie Zvonkine. C'était un vrai bonheur de vous rencontrer, Eugénie. Toutes mes interviews se terminent toujours de la même façon. Je vais vous faire un peu bosser. Alors, c'était pas prévu, mais je sais que vous avez les références. Je vais vous demander, en fait, dans un premier temps, et je sais que ça va pas être facile, mais de me citer votre... Si vous partez sur une île déserte demain matin, vous devez partir avec un seul film. Ce sera lequel? Alors, vous n'avez pas 1 heure. Non, c'est très marrant parce que j'en reparlais tout récemment avec quelqu'un. Je dirais que ce serait Andrei Roublev de Tarkovsky, parce que c'est un film qui pour moi contient tellement de monde, et je l'ai vu et revu parce que je le montre régulièrement à mes étudiants, et je suis quand même assez étonnée de la manière dont je ne me lasse pas de ce film. Mais si je pouvais quand même avoir une deuxième option... Ce serait Les Longs Adieux de Kira Muratova, qui est donc mon autre cinéaste absolument fétiche aussi. Et c'est un cinéma, je vais juste me permettre de vous raconter cette anecdote, c'est que Les Longs Adieux, c'est un film que j'ai vu, je pense, une bonne centaine de fois, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à le sous-titrer. Et c'est quand même un geste très technique de sous-titrer un film. Et je me retrouve aux mêmes endroits que d'habitude à me mettre à pleurer en le sous-titrant. Et je me dis, mais quelle est la puissance cinématographique d'un film comme ça, que même quand on est dans un rapport très technique, on est quand même balayé par une émotion tellement forte qu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Voilà, pour moi, c'est quand même les plus beaux cadeaux que le cinéma peut nous offrir. C'est une émotion qui ne tarit pas à chaque revision. Je vais vous demander, en fait, cette fois-ci, votre musique de film préférée.
ou éventuellement un compositeur qui vous anime. Alors, il n'est pas forcément soviétique, hein, ça peut être un coup de cœur, quelque chose que vous écoutez en boucle, etc. Mais ça, je sais que vous allez me donner... C'est toujours cette idée d'île déserte, où vous avez besoin en fait d'un référent sonore. C'est celui-là qu'on veut connaître chez vous, en fait, Eugénie. Bon, j'ai envie de dire Nino Rota parce que, voilà, parce que quand même j'ai aussi... voilà. Sur un film en particulier ou Ben, sur les Fellini en tout cas, vraiment, c'est ça, c'est le Nino Rota des Fellini qui, je pense, ont tellement accompagné les débuts de ma cinéphilie que quand même, quand on me parle de musique de film, je pense tout de suite à ça. Après, le cinéma soviétique est un cinéma très chantant, donc en fait, j'aurais pu probablement penser à d'autres compositeurs, en particulier... Allez, je vais juste citer Okudjava, qui est même pas un compositeur de musique de film, mais c'est un chanteur à voix et guitare, qui était très très important, mais qui a aussi beaucoup composé de chansons pour les films, parce que souvent, parfois d'ailleurs dans des films par ailleurs mineurs, il y a des très très belles chansons, et de lui qu'on peut entendre. Voilà, donc pour quand même en mettre un soviétique, parce que j'ai avoir du mal sinon. Bon. Et pour finir cette interview, je vais vous demander en fait votre réplique préférée, qui est l'ADN de la radio. Alors il y a forcément une réplique culte que vous avez continuellement en tête. Et votre référent, je vois que les yeux pétillent, le doigt se lève, c'est parti. Vous avez 3 marches, la scène vous appartient, ma chère Eugénie. Alors oui, il se trouve que, parce que je me dis quelles sont finalement les citations qu'on dit le plus souvent dans sa vie, enfin qu'on adopte dans sa vie courante en fait. Et c'est un film de Muratova, tiens encore. C'est un film, alors pour le coup de 2005, donc c'est un film de l'époque de l'Ukraine indépendante, qui s'appelle L'accordeur. D'accord. Et il y a dedans une jeune femme qui est jouée par une formidable actrice qui s'appelle Renata Litvinova, qui me demandait en vie à Paris en partie du et qui est aussi metteuse en scène, réalisatrice, enfin voilà, elle a plein de cordes à son arc, scénariste. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Mais elle est donc dans ce film-là actrice. Et tous les matins, elle se réveille et elle regarde donc son mec, qui est le fameux accordeur du titre, qui cherche un peu des sous à gauche, à droite, et elle lui dit « Je vais vivre avec toi encore un petit peu ». Merci infiniment pour cet entretien d'une qualité exceptionnelle. C'était vraiment une belle rencontre et puis on espère vous recroiser pour vos futurs livres. Merci beaucoup.